Bonjour et bienvenue dans The Good Talk, le podcast qui met en valeur les entrepreneurs et les dirigeants qui façonnent la mode et la beauté durable. Ce podcast est produit par Collectif Better Goods, média en ligne et job board spécialisé sur la mode et la beauté durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Salama, fondateur de Lynx Studio. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, donc tu peux présenter rapidement Lynx et on passera ensuite sur la découverte de ton profil avec quelques dates clés. Alors bonjour Thomas, merci beaucoup pour ton accueil. Effectivement, j'ai créé Lynx il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc nous, on est sur la mode circulaire pour les entreprises. Donc l'idée, c'est d'arrêter avec le jetable pour les entreprises. Donc on propose 3 offres, une autour de l'upcycling, une autre autour de la seconde main, et enfin autour de l'éco-conception. Donc on est sur le vêtement d'entreprise et sur l'objet d'entreprise circulaire. Ok, très bien. Pour reprendre un peu ton parcours, j'ai vu que tu étais diplômé de l'EDEC, je crois, en 2017. 2014. 2014, pardon. 2014 et 2017 peut-être l'IFM. Ok. Et alors du coup, c'est ça, tu as commencé ta carrière en 2014 après l'EDEC dans un domaine qui n'a rien à voir avec la mode. Effectivement, j'ai commencé ma carrière en finance d'entreprise. Donc j'ai toujours eu un goût prononcé pour les chiffres et pour l'actualité et pour le business. Et j'ai eu des expériences en fusion-acquisition, en asset management et surtout dans le domaine des relations investisseurs, dans des grands groupes comme AXA ou comme Vivendi. C'était très stimulant, j'ai beaucoup appris. Après, c'est vrai qu'il me manquait la dimension créative et artistique. Et c'est pourquoi j'ai complété ma formation avec l'IFM, l'Institut français de la mode, grand vaisseau vert dans le 13e. Donc c'était 1 an qui était génial parce qu'on avait un contact direct avec les plus grandes maisons de luxe. On faisait des cas pratiques avec des designers. Et ça m'a ouvert aussi de nouveaux horizons parce que c'était vraiment à la frontière des arts. Donc c'était une très belle année. Et tu as fait ton stage un peu classiquement, j'imagine, au sein d'une maison de luxe chez Saint-Laurent, je crois. Exactement. J'ai fait le stage de fin d'études idoine en tant que collection merchandising prêt-à-porter femme chez Saint-Laurent. C'était une super expérience que tu étais à la frontière entre les équipes design et les équipes marketing. En plus, Saint-Laurent, c'est une maison prestigieuse avec un sublime héritage. Et c'est vrai que depuis l'arrivée du nouveau DA et de la nouvelle directrice générale Bellittini, Saint-Laurent connaissait une croissance très, très forte. Donc c'était une super expérience. Après, je t'avoue qu'à l'IFM, ma conscience écologique s'était aiguisée. Et notamment tout ce système de surproduction et de surconsommation qui était déjà alimenté par la fast fashion. Et j'ai eu cette opportunité de rentrer alors chez Vestiaire Collective à ce moment-là. D'accord, et chez Vestiaire, du coup, tu peux nous en parler. Par quoi tu as commencé chez eux, chez Vestiaire Collective? Alors chez Vestiaire, je suis rentré avec ma casquette de l'IFM. Donc je m'occupais de toute la partie on-site et notamment de la homepage. Donc de choisir quels étaient les contenus qu'on allait pousser, que ce soit en termes de catégories, en termes de campagne, en termes de marque. Donc c'était hyper intéressant. Et d'autant plus que j'ai mis en place tout un plan de tracking sur la homepage qui nous a permis en fait très vite de comprendre que voulaient nos utilisateurs et sur quoi ils cliquaient. Et donc on a eu très vite une approche beaucoup plus customer driven. D'accord. C'est intéressant parce que finalement, tu reprends l'IFM. Alors, j'allais dire, tu fais l'IFM justement pour avoir ce désir de t'orienter vers un parcours créatif, et finalement, chez Vestiaire Collective, tu t'orientes vers quelque chose qui est purement data, assez finalement orienté sur un peu ton ancienne carrière. Et donc du coup, voilà, comment tu maries justement ton désir de développer sur la partie créa en travaillant dans le domaine finalement très data, quoi. C'est vrai que chez Vestiaire, très vite, j'ai pivoté vers des postes beaucoup plus analytiques, parce que je me suis rendu compte que maintenant, en fait, sur les marketplaces et sur les sites de e-commerce, en 2-3 lignes de code, tu pouvais extraire ce que tu voulais sur les données de vente, sur les données clients.
Et c'était assez excitant. Et surtout que c'est vraiment le nerf de la guerre maintenant dans ces sites. Et après, l'autre point, je pense avoir toujours cette double facette. Une facette qui est très analytique et une autre qui est beaucoup plus créative et sensible. Oui, j'imagine en plus ça te donne une vision assez 360 voilà, des marques, de ce qui se fait, de ce qui se vend bien, j'imagine. Tu es resté 3 ans, c'est ça, chez 3 eux ans. 3 ans. Et en 2023, c'est ça? Non, 2021? 2021. 2021, tu pars au Portugal, c'est ça? Oui, je pars au Portugal. L'un de mes constats chez Vestiaire, c'était que la seconde main avait vraiment explosé. Et Vestiaire avait été l'un des pionniers là-dedans. Les consommateurs étaient très friands maintenant de seconde main, et notamment de seconde main de luxe. Mais les marques de luxe n'avaient pas encore sauté le pas. Et je m'étais dit que tôt ou tard, elles allaient embrasser cette tendance. Et en fait, j'avais rencontré Stéphanie Crépin, qui est la fondatrice de Reflaunt, qui accompagne les marques de luxe vers la seconde main. Et j'ai été séduit par sa personnalité et par son entreprise. Et donc, Basé au Portugal, du coup? Basé au Portugal. Ok. Donc là, l'idée, en fait, c'était vraiment d'accompagner les marques de luxe d'un point de vue digital et d'un point de vue opérationnel sur la seconde main. D'accord. Donc, ils ont des clients comme Balenciaga, comme Net-à-Porter, comme Saks. Donc, ils développent en marque blanche, c'est ça? En marque blanche, voilà. Et En France, il y a un acteur qui est assez connu qui s'appelle Foam, qui fait la même chose, ouais, mais plus sur des marques premium d'accord. françaises. Et donc, je crois que cette expérience finalement a été importante pour toi parce qu'elle a, et j'allais dire, déclenché ou exacerbé ce désir pour toi de créer finalement, de créer quelque chose, de créer ton business, c'est ça? C'est vrai que j'étais en contact direct avec la fondatrice, qui m'a beaucoup inspiré en termes de personnalité, en termes d'énergie et en termes de drive. Et c'est vrai que ça m'a aidé à sauter le pas. Et j'ai vu que tu avais aussi ton podcast. Est-ce que c'est à la même période où tu as lancé ton podcast qui s'appelle La Seconde Vintage? Ouais, la Seconde Vintage. Alors, la Seconde Vintage, je l'ai créée lorsque j'étais encore chez Vestiaire Collective. D'accord. En fait, la genèse de ce podcast, c'était que il y avait un élan extraordinaire autour de la seconde main et de la mode circulaire. Et j'avais envie d'explorer et de rencontrer en fait tous ces designers, tous ces entrepreneurs qui étaient en train de façonner la mode de demain et la seconde main dans plein de secteurs différents. Et c'est pourquoi j'ai créé la Seconde Vintage. Donc là, je commence la 3e saison. J'ai fait une 40aine d'épisodes jusque-là. Donc c'est très sympa aussi de passer de l'autre côté avec toi et de parler aussi un peu plus de mon expérience. Bon, très bien. 2023, du coup, mai 2023, si je ne me trompe pas, tu lances Lynx Studio. Et un peu sur les chapeaux de roue, comment t'en as arrivé à créer, à fonder Lynx Studio, et quel a été finalement le premier projet qui a façonné finalement le début de Lynx? L'un de mes constats suite au podcast, c'était qu'il y avait énormément d'initiatives vertueuses sur le marché du B2C. Mhm. Donc, il y avait énormément de designers qui créent des marques de seconde main, des plateformes de seconde main, des marques d'upcycling, des marques éco-responsables. Et sur le marché du B2B, je me rends compte que c'était encore des pratiques de mode jetable qui étaient la norme et qu'on n'en parlait pas trop. Et en fait, il y avait une amie de l'écosystème qui s'appelle Sophie, qui a créé WeTurn, Mhm. qui nous a parlé d'un projet avec Air France, où en fait, ils étaient venus les voir pour recycler des revêtements de siège qu'ils avaient. Elle était dans l'incapacité de les recycler, étant donné que ces tissus étaient ignifuges. Donc on a imaginé ensemble un nouvel usage pour ces tissus. D'accord. Et donc on a planché sur des sneakers. Donc ça a été tout un travail de dessin, de trouver le bon atelier au Portugal. Et finalement, elles ont été commercialisées cet été, pendant les Jeux Olympiques. D'accord. Donc Air France avait une boutique qui était au Palais de Tokyo. Et genre, elles ont été sold out là-bas. Gros succès, quoi. Donc, gros succès. Et elles vont être recommercialisées en ligne prochainement. D'accord, très bien.
Donc finalement, toi, sur ces projets-là, alors peut-être pour parler de Lynx et finalement de ce que tu fais avec Lynx Studio, donc l'upcycling, donc vraiment pour du B2B, hein, si j'ai bien compris, donc B2B, upcycling, seconde main Et et éco-conception. éco-conception. En fait, genre, j'ai déroulé un peu la pelote. Au tout Ouais. début, donc, on avait ce premier projet avec Air France. On s'est dit, OK, donc ça va être notre première verticale autour de l'upcycling. Donc, on Mhm. prend les gisements des entreprises qu'on va transformer en produits lifestyle. Par exemple, pour une autre grosse entreprise dans les sodas, on est en train de reprendre les bâches des camions de cette entreprise qui ont sillonné Paris pendant les JO D'accord. pour en faire des gym bags. On est en train aussi de reprendre leurs bâches de leur stand qui était aux Invalides pour en faire des petits access. Donc, c'est des porte-cartes, des trousses plates. Ah, donc ça va même au-delà finalement enfin, c'est quoi? C'est de l'accessoire de mode? Enfin, Donc, accessoires, sacs, access. On a fait des chaussures, mais après, les chaussures, je pense que c'est quand même un produit assez unique. mhm. Mais on peut, en fait, on peut imaginer une nouvelle vie à plein de matières qui sont dormantes. D'accord. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ça. En parcourant justement ton site internet, j'ai pu voir effectivement les chiffres sont vertigineux en fait finalement sur le stock dormant et justement la nécessité, j'imagine, pour les entreprises d'utiliser ce stock qui nécessairement, j'imagine, coûte de l'argent. Est-ce que c'est des problématiques que tes clients en fait te remontent? Voilà, j'imagine, bon là en fait t'es allé tout de suite sur des gros projets. Voilà, comment finalement on fait appel à tes services? Est-ce que tu interviens toujours en équipe et toujours, j'imagine, en partenariat avec une autre entreprise? Voilà, comment ça se passe habituellement sur le lancement d'un nouveau projet? Alors déjà, juste pour te réexpliquer un peu les offres, parce que c'est vrai que je t'avais parlé de l'upcycling, Ouais, on a deux autres offres qu'on a développées depuis. Donc une autour de la seconde main. Donc là, l'idée, on va plus sur du vêtement d'image. Donc pour les entreprises, donc dire plutôt que de créer un énième t-shirt ou un énième sweat made in Bangladesh, il existe le même sur le marché français. Et il faut juste aller le sourcer. d'accord, Donc on va sourcer ces pièces, on va les personnaliser en France, on va les désinfecter et ensuite on va les revendre à des clients. d'accord, Donc ça, c'est sur la partie seconde main. Et ensuite, on a une dernière offre qui est un peu plus standard, qu'on appelle éco-conception. Donc c'est d'accord. du neuf avec les meilleures pratiques du B2C. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est travailler avec les meilleurs ateliers qui sont en France et au Portugal, qui bossent avec des marques premium et de luxe. Mhm. Avoir une transparence totale dans la chaîne de valeur. Travailler un maximum avec des matières naturelles et avec des matières durables. Et enfin, faire en sorte que le produit est recyclable, donc ne pas avoir de mélange de matières complètement absurde pour qu'on puisse le recycler un jour. D'accord. Donc finalement aussi la valeur ajoutée que tu apportes finalement à tes clients à travers Lynx Studio, c'est aussi finalement le sourcing des bons partenaires, des bons fournisseurs, j'imagine, et idéalement en Europe, c'est ça, ou en France directement? Ouais, exactement. Donc nous, on est vraiment, on a envie d'accompagner les entreprises vers la mode circulaire et D'accord. la mode durable. Et comme tu as compris, on a une batterie de solutions qui sont assez diverses, mais aussi avec des cas d'usage aussi qui sont très différents, donc qui vont de l'uniforme en passant par le vêtement d'image jusqu'au cadeau d'affaires. Parce que c'est vrai que le cadeau d'affaires a été un peu dénigré et un peu galvaudé au fil des années. Et on parle maintenant de chinoiserie. Et donc moi, l'idée, c'est de redorer un peu le blason de ces Hmm. objets. Donc en faisant que du local, avec bon, ce que je te disais Oui, il y sur a toutes les valeurs derrière. un produit aussi qui a du sens parce que pour avoir été DRH dans une vie passée, effectivement, le cadeau d'affaires ou les cadeaux qu'on peut faire en fin d'année sont généralement voilà, proviennent de pays lointains. Effectivement, finalement, ça n'a plus trop de sens aujourd'hui, quoi, je crois, pour beaucoup d'entreprises, en fait, de faire ça. Et au niveau écologique, j'imagine, l'impact est important. Et justement, sur le point écologique,
comment finalement, comment tu arrives à quel KPI tu vas prendre en compte justement pour valoriser en fait votre action au niveau de la circularité et je pense notamment, tu sais, au CO2. Voilà, quel KPI tu prends en compte pour tes clients là-dessus? Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs KPI qu'on a en tête. Déjà, donc, sur la partie upcycling, le nombre de tonnes de gisements sauvés. Donc, et de mètres carrés. Là, par exemple, sur la CADA France, on va être à 5000 mètres carrés de tissu. Donc, ça, c'est notable. Et ensuite, il y a toute une partie gestion des ressources au fil de la confection. Donc là, le fait aussi de faire du local avec du Made in Portugal et privilégier aussi des matières naturelles, ça va nous aider dans notre calcul. Ensuite, je pense que c'est un travail aussi de moyen terme de calculer, d'avoir une vraie approche quantitative de qu'est-ce qu'on sauve, bon, même si, voilà, enfin, j'ai pas envie de vous dire des métriques qui n'auraient pas de sens. Qui n'auraient pas de sens. Et en fait, pour ça, il faut passer par des cabinets qui sont spécialisés, et qui sont ultra compétents, mais qui coûtent très cher aussi. Donc, on n'a pas encore les moyens de se confronter finalement à ça, avec bien sûr. Ouais. Bah oui, puisque... C'est vrai que pour le cas d'Air France, c'était une problématique qu'on s'était posée, d'avoir des KPI un peu plus précis. Mais bon, oui. Après, moi, je trouve que la nature même de ce qu'on fait et tous les produits qu'on propose montrent qu'on diffuse des pratiques de mode circulaire et qu'on va dans le bon sens. Voilà, je pense que c'est... Et notamment sur la partie réemploi, en fait. Il faut juste avoir bien en tête l'ordre de circularité. Parce qu'on parle beaucoup de recyclage, mais le recyclage, c'est entre guillemets la moins bonne des solutions circulaires. Il faut d'abord réemployer. Non, déjà, il faut réduire sa consommation. Ensuite, il faut réemployer. Donc là, ça va être la partie seconde main. Il faut réparer. Et ensuite... Oui, puis enfin, j'imagine de toute façon, dans le recyclage, tu peux jamais recycler à 100% un produit. Il y a toujours de la perte. Et de la perte, et après, c'est aussi une transformation. C'est une transformation mécanique ou chimique, donc qui est polluante. Et là où c'est intéressant avec l'upcycling, c'est qu'on va prendre une matière et on va en détourner l'usage. Donc, c'est une vraie valeur aussi écologique. Notamment donc avec ces super chaussures du coup Air France Hydrofuge, c'est ça? Ignifuge. Ignifuge, oui, pardon, Hydrofuge, c'est pour l'eau. Et ok, très bien. Après, juste aussi peut-être pour vous donner un peu plus de couleur sur d'autres cas qu'on a. Par exemple, sur la seconde main, on vient d'équiper une grosse boîte dans l'Impact qui s'appelle les Alchimistes. Donc, on aura fait 200 suites vintage à broder. Et sur la partie éco-conception, donc on a fait pour une boîte dans le coworking à Paris qui s'appelle Morning, leur vase de travail. D'accord. Mais est-ce que vous êtes capable de faire des plus grosses quantités? Parce que là, en fait, finalement... Sur la partie seconde main, sur la partie seconde main, en fait, on a montré qu'on pouvait passer à une certaine échelle avec 200 suites. Nous, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin et d'essayer d'automatiser ça. Ensuite, sur la partie neuf, c'est assez facile parce que tu as des ateliers qui sont là et qui peuvent nous aider. Et ensuite, sur la partie upcycling, on est en discussion, on travaille avec un certain nombre d'ateliers qui peuvent faire du volume, à la fois sur la partie test matière, sur la partie découpe, et ensuite sur la partie construction d'un nouveau produit. Voilà. Donc on peut passer à l'échelle sur ces trois... Industriels, d'accord. Exactement. Généralement, ce sont des entreprises, par exemple sur cette partie-là, l'upcycling, des entreprises qui sont basées en France ou vous les sourcez aussi en Europe? Alors jusque-là, c'est des entreprises qui sont basées en France. Ensuite, c'est des entreprises, par exemple, comme Losange, je crois, qui... Ah oui, pardon. Je vais vous parler de nos partenaires. Ouais. Oui, bah là, par exemple, Losange, qui a des usines d'upcycling. Ouais. On travaille avec eux
On n'a pas encore travaillé sur de projets vraiment concrets, mais on est en pour parler avec eux. D'accord, d'accord. Donc finalement, toi, en fait, quand on fait appel à Lynx Studio, finalement, tu prends le projet et tu livres un projet clé en main en fonction de la demande à la demande du client, en fait. C'est ça? Exactement. Après, voilà, sur la partie upcycling, on peut être vraiment créatif. Donc, vous nous donnez vos gisements et nous, on va imaginer une nouvelle vie à ces matières. Ensuite, sur la partie seconde main, bien sûr qu'il y aura un brief de nos clients, mais Mhm. nous, on est aussi force de proposition. On connaît quels sont les produits les plus tendances, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi facilement en seconde main, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes aussi qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est un travail collégial. D'accord. Et là, tu travailles enfin, depuis le lancement de Lynx Studio plutôt sur des gros projets, en fait, hein, sur des projets, en tout cas pour des grandes entreprises. Euh, Alors, en T'allais dire fait, quelque chose? ouais, en fait, on a différents types de clients. Sur la partie D'accord. upcycling, donc j'avais parlé de ces deux gros clients. Donc là, c'est des gros comptes type CAC 40 où ça va être des gros projets. Par exemple, Air France a mis quand même 2 ans pour que le projet naisse. Donc ça met quand D'accord. même, enfin, pour que le projet soit commercialisé. Donc c'est des projets vraiment long terme. Sur la partie seconde main, en fait, on aura des temps de délivrance qui vont être beaucoup plus serrés. Donc on peut livrer un client au bout d'un mois. Même en termes de taux de conversion, pour nous, c'est beaucoup plus facile de convertir des clients à cette offre. D'accord. Et donc là, on va être nos Moins types de coûteuse, clients. c'est ça? Moins coûteuse pour le C'est moins client? ouais, exactement. C'est D'accord. moins coûteux. Mais après, c'est pas avec ça qu'on fait notre beurre, mais c'est très important cette offre parce qu'on a envie de collaborer. Parce que c'est vrai que notre client type sur cette offre, ça va être surtout des entreprises à impact qui veulent équiper leurs équipes avec, avec du textile de seconde main. Mhm. Donc ils font appel à nous là-dessus. Donc on est très content aussi de nous associer avec plein d'entreprises qui font sens pour nous. D'accord. Et après, sur la partie éco-conception, donc on peut avoir comme client des gros comptes, mais aussi pas mal de startups technologiques qui veulent fédérer leur culture d'entreprise autour de produits qui soient design et qui soient durables. Donc là, en fait, sur la partie éco-conception, vous travaillez avec des bureaux de design, par exemple, ou vous travaillez, comment vous, ou si le design est directement intégré chez votre client, mais dans ces cas-là, tu dois, j'imagine, coordonner aussi les différents corps de métier. Comment ça se passe? Alors nous, on travaille avec tout un écosystème, que ce soit de designers, donc des designers qui ont fait notamment l'IFM, donc designer D'accord. prêt-à-porter, designer sac à access. Donc nous, on vient aussi Un avec nos réseau. photos et avec nos dessins. On a un catalogue produit vraiment des produits qu'on propose et qui sont à la fois modernes et qui soient aussi confortables aussi en même temps. Mais on peut faire aussi du sur-mesure. D'accord. Donc, on travaille aussi, par exemple, avec des hôtels pour leur faire des uniformes sur mesure, notamment des hôtels de luxe, pour leur faire leur uniforme de spa. D'accord. Très bien. Ok. Bon, en tout cas, des jolis projets. En termes de développement, parce que on se parle de mode circulaire, pour beaucoup d'entreprises, c'est encore assez nouveau. Quand on parle de mode circulaire, de circularité en général, mais de mode circulaire, on veut donner un chiffre on a sauvé X tonnes de CO2 ou X litres d'eau. La réalité, c'est effectivement, je pense que ça peut être compliqué de chiffrer ça quand on est petit. Et puis surtout, en fait, C'est cher, ouais. c'est Compliqué et cher. cher. Et puis après, on le fait aussi parce qu'on y croit et parce qu'on pense que c'est Oui, de toute façon, voilà, qu'on fait évoluer le système. Et peut-être que, bah oui, malheureusement, on peut peut-être pas tout chiffrer, mais on le fait aussi parce qu'on y croit. Pas que pour donner des chiffres, pour donner des chiffres. Voilà. Sur ton site, il y a le tonne de stock dormant, il me semble. Enfin, je l'ai plus trop en tête, mais il y avait les stocks dormants. Tu avais aussi un X milliard de je sais plus quoi. Alors, je sais en plus fait, ce que là, c'était. c'est intéressant, c'est le nombre de vêtements qui sont mis sur le marché par personne par an. Et on est autour de 50. Et on était. Attends, le nombre de retours de vêtements, c'est quoi? Non, non, c'est le nombre de vêtements qui sont mis sur le marché par an. Donc c'est gigantesque, en fait. Par personne, Par personne. 50. Ouais, environ 50. D'accord.
tu vois, c'est un chiffre qui a doublé par rapport à 20 ans. Pour moi, ça, tu vois, ça montre qu'on va droit dans le mur, quoi. T'as pas besoin d'avoir 50 vêtements par personne par an. Oui, et pour autant, tu as Shein qui a fait en France 1,4 milliard de chiffre d'affaires en 2023. Donc, en fait, tu vois, il y a ce côté, je pense qu'on sait tous que on doit consommer peut-être différemment, mais il y a encore quelque chose qui, à mon sens, à faire évoluer. Tout à l'heure, tu parlais de évangélisation finalement de ça, mais c'est pas juste pour les entreprises, finalement, c'est pour le grand public. Mais il y a encore effectivement une surproduction liée à une surconsommation. On parlait d'Instagram aussi. Et ben, sur Instagram, il y a qu'à voir quand tu scrolles. Bien souvent, t'as des publicités qui donnent envie, hein. Encore une fois, on est juste sur l'image, ça donne envie de consommer, quoi. Donc, et sur Justement, tu la dernière loi anti-fast fashion là, qui a été. la Qui loi a- AGIEC. Alors non, c'est encore une autre loi là. C'est la loi genre, anti-fast fashion, mais qui a été promulguée à l'Assemblée nationale, va permettre de limiter les actions des acteurs de la fast fashion, notamment en termes de publicité et de publicité mensongère avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Non, mais cette loi-là, elle est pas encore passée. Alors, elle est passée à l'Assemblée nationale de manière unanime. Ouais. Et elle est censée passer genre, au Sénat, mais étant donné les remous politiques actuellement, c'est encore en stand-by. Hmm. Et Et ensuite, voilà, je pense qu'il y a la loi AGEC, je pense que c'est vraiment très important de l'avoir en tête. Donc la loi anti-gaspillage, qui fait en sorte que les entreprises ne peuvent plus détruire leurs invendus. Donc il y a une obligation réglementaire maintenant aux entreprises de jouer avec leur stock et avec leurs invendus, de trouver une nouvelle vie et un nouvel usage. Donc il y a plein d'entreprises qui proposent maintenant des solutions de revalorisation. Et Lynx s'inscrit dans cette dynamique. côté législatif, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même une nécessité de faire avancer un peu les choses. Et je pense que si tu veux, Et je pense qu'il faut aller même plus loin, parce que quand on voit que cette année, il y a un certain nombre d'entreprises de la mode circulaire qui viennent de fermer leurs portes, que ce soit des marketplaces de seconde main spécialisés, comme par exemple Barouders, ou même des marques B2C qui veulent faire les choses de manière puriste, mais c'est trop compliqué. Quand on voit une boîte comme Resap qui était Et spécialisée. attends, quand tu dis trop compliqué, pourquoi? Trouver le système rentable, la rentabilité? Exactement, pour trouver la Ok. rentabilité. Parce que par exemple, une marque d'upcycling comme Resap, qui avait vraiment le vent en poupe, qui était présent qui va être mon associé, qui avait des dizaines de milliers de followers sur Instagram, ils ont voulu faire de l'upcycling, du Made in France, avec des prix qui n'étaient pas ceux du luxe. Sauf qu'en fait, les jeunes en face, préfèrent payer moins cher et aller sur Vinted ou sur Shein. Hmm. Donc comment aussi, je pense que il y a un vrai travail de pédagogie et deux aussi, il y a un travail réglementaire qui a commencé avec la loi anti-fast fashion, mais il faut aller un cran plus loin. D'où je salue le travail de fédérations comme la Fédération de la mode circulaire qui propose des livres blancs avec un certain nombre de propositions concrètes comme une TVA sur Killer, des initiatives voilà, concrètes et réglementaires qui peuvent faire avancer le schmilblick. Quels sont les challenges que vous rencontrez finalement, alors, soit que vous rencontrez directement chez Lynx ou à travers vos clients, mais en tout cas, quels sont les plus gros challenges généralement sur lesquels vous devez vous intervenez, pardon. Alors nous, on est quand même dans un marché compliqué, hein. Ouais. Parce que c'est vrai que le textile B2B, il est vraiment tiré par les coûts et tiré par les prix. Donc on a un vrai travail d'évangélisation. Donc, comment faire comprendre à nos clients que les produits qu'ils achètent pour leurs employés ont de la valeur. Et donc nous, on a tout un travail de pédagogie où leur expliquer tu peux produire un peu moins, mais mieux. Donc plutôt que de faire, par exemple, si tu as une boîte de restauration, plutôt que de faire 5 t-shirts par employé par mois, tu peux leur fournir
que deux, mais qui soit plus durable et qui soit plus agréable aussi. Et tout le monde sera content. Ok. Dans cette optique. Et donc, nous, on a ce vrai travail de pédagogie à faire avec nos clients. Et donc, ça va prendre du temps. Et donc, voilà. Et par exemple, il faut être quand même assez concret, mais sur du vêtement un peu plus standard, donc ce qu'on appelle du vêtement d'image, sur du sweat ou sur du t-shirt, 95% du marché est trusté en fait par un gros client qui s'appelle Stanisella, qui a des usines au Bangladesh et qui irrigue en fait ce marché. Nous, notre ambition, c'est de raisonner un peu ce marché et de faire. On peut faire du vêtement qui soit standard, qui soit de bonne qualité et qui soit fait localement. Donc on privilégie pour ça des ateliers qui sont en France et au Portugal. D'accord, ok, très bien. Actuellement, donc, tu me disais un peu plus tôt dans une conversation qui n'était pas filmée que tu recrutais sur Collective Better Goods. On propose effectivement cette offre en recrutement sur le job board. Pour parler un peu justement de recrutement, tu me parlais des personnes avec lesquelles tu travailles, donc j'imagine en externe avec des stylistes, des designers. En interne, tu travailles avec une équipe? Ah oui, alors on est... ouais, alors peut-être juste pour parler de l'écosystème, parce que c'est Ouais. vrai que je travaille avec des designers, mais aussi avec des ateliers qu'on a vraiment... Enfin, ça a été aussi le travail de tous ces mois de trouver les bons ateliers en France et au Portugal, qui sont de confiance, qui sont des ateliers familiaux, mais qui puissent faire aussi un peu de volume. Donc je suis vraiment content d'avoir toute cette chaîne de valeur qui soit bien faite. Et aussi tout au bout de la chaîne de valeur, on fait partie aussi d'un certain nombre de clubs autour de la circularité, que ce soit la Fédération de la mode circulaire ou alors Club circulaire, qui œuvrent pour l'économie circulaire. D'accord. Oh oui, bah oui, je pense que ce que tu disais, c'est très vrai sur l'évangélisation finalement de la circularité. Je crois aussi que pour avoir été de l'autre côté de la barrière en entreprise, ce qui peut être compliqué quand on travaille en entreprise, finalement, c'est qu'on a déjà notre charge de travail, on a déjà nos process bien établis. Donc quand on vient finalement nous rajouter finalement une charge qui est oui, il faut penser différemment, il faut produire différemment. Oui, mais c'est vrai que quand on est en entreprise, parfois en tout cas ça peut être vécu ou perçu comme une contrainte en interne. Et je sais pas comment tu le vis avec tes clients, mais c'est vrai que c'est rare d'avoir déjà un département vraiment bien établi sur la circularité, sur la sustainability. Donc j'imagine que ça, c'est aussi des sujets sur lesquels tu dois te confronter, non Bien sûr, nous, c'est un vrai enjeu de trouver la bonne personne dans chaque entreprise qui Ouais. pourra aussi promouvoir notre offre. Mmh. Parce que c'est vrai que sur la partie éco-conception, sur des vêtements standards, on est quand même beaucoup plus cher Ouais. que ce qui existe actuellement. Ce qui existe actuellement en France ou à l'étranger? Des t-shirts made in Bangladesh, par exemple. Ah ouais. Mais c'est ça, en fait, qui règle le marché actuellement. Donc, c'est comment on parle de ça déjà, que les gens soient plus au courant et d'essayer de raisonner ce marché. Mmh. Et donc, juste pour te répondre sur notre écosystème, et donc nous, on est deux, avec une alternante qui va nous quitter là prochainement. Donc, on est à la recherche d'une alternante et d'une stagiaire qui est vraiment couteau suisse, ce que j'appelle le chief of staff, donc qui à la fois qui m'accompagne sur tous les projets qu'on a, donc à la fois sur la partie prospection. Là, donc on est en discussion avec près de 1000 entreprises. Donc comment les convertir. Ensuite, dès qu'on les a convertis, de gérer les projets. Donc, comme vous avez compris, avec 3 chaînes de valeur qui sont quand même complètement différentes entre l'upcycling, la seconde main et l'éco-conception. Et il y a tout un autre volet autour de la communication. Donc, si on est très présent sur LinkedIn, qui a été un vrai canal d'acquisition, notre prochain chantier est autour d'Instagram. Donc, comment fédérer nos clients autour d'une vraie
culture de mode circulaire. Donc c'est le défi qui nous attend. Donc là, Est-ce que là, on se parle finalement de la visibilité, comment être plus visible sur le marché, c'est ça? Entre autres, c'est vrai que c'est... Et Instagram, ça reste quand même un canal, même si on fait du B2B, ça reste un canal hyper important parce qu'on fait quand même de la mode. Donc il faut être vraiment axé produit, il faut donner envie. Image aussi, ouais. Okay. Donc on attend aussi quelqu'un qui a un vrai œil. Mode. Ok, très bien. Donc vous pourrez retrouver l'offre sur Collectif Better Goods. Notre ambition, c'est justement de créer un collectif et de sensibiliser, j'allais dire, l'opinion publique, mais pas que, sur justement adopter des meilleures pratiques, en quoi finalement le collectif pourrait vous aider dans votre développement chez Lynx Studio. Nous, on est très friands de médias qui nous accompagnent dans notre démarche de sensibilisation vers une mode qui soit plus respectueuse, mais qui soit plus circulaire et qui fasse un vrai travail de pédagogie auprès des consommateurs finaux, en fait. Et je pense qu'on a aussi besoin d'avoir une plateforme de recrutement et qui soit plus en ligne avec ce qu'attendent les employés. C'est maintenant, je pense qu'il y a un vrai besoin de la part des employés dans la mode. Tu veux dire des attentes finalement à ce que l'entreprise porte pas juste des valeurs, mais véritablement j'allais dire le fait vivre et l'expose, c'est ça? Exactement, en termes de projet de société, en termes de projet d'entreprise, mais aussi aussi dans les coulisses de l'entreprise. Est-ce qu'il y a de l'inclusion? Est-ce qu'il y a de la diversité? Est-ce qu'il y a de la mobilité au sein des équipes? Je pense que c'est ce que vous allez montrer aussi avec Collective Goods. Collective Better Goods. Non, mais c'est effectivement un petit peu dur quand on... et puis là, c'est le début, donc pas de problème. Oui, d'accord, très bien. Et alors, j'ai une question qui est finalement pour la suite. Nous, on s'est rencontrés un peu par hasard, et moi, je suis très présent sur LinkedIn. Qui tu me conseillerais de recevoir dans ce podcast en prochain invité? Tu as les 40 invités de la seconde unité. Non, je rigole. Non, alors s'il y a une personne que je devrais... Ou deux, hein, on n'est pas... on peut être dans la générosité. Je pense à quelqu'un qui était chez Vestiaire Collective avec moi, qui s'appelle Dunia Won, qui est directrice de l'Impact, qui est une femme très intelligente et très extrêmement sensible et ouverte, et qui a un profil assez hybride où elle avait fait un peu de politique avant, et je pense qu'elle pourra te donner une vision hyper intéressante de la mode pour elle. C'est une personne qui t'a inspiré quand tu travaillais chez Vestiaire? Oui, parce qu'elle a vraiment mis en place toute une politique RSE et elle a insufflé une très bonne énergie à cette entreprise. Bon, très bien. Écoute, merci. Du coup, je me permettrai de l'inviter et évoquer notre conversation. Le podcast touche à sa fin. Merci Hugo pour avoir répondu présent sur ce podcast. J'espère que à travers ton discours, ça va nous aider collectivement finalement à faire connaître toutes les bonnes initiatives sur la mode circulaire. Donc, merci encore d'être venu. Merci beaucoup Thomas pour l'invitation et bravo pour cette très belle initiative. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.